Monsieur, on dit les honneurs ou l'habitude en faisant la liaison. Par contre, on doit dire les haricots ou la honte en faisant une pause et en prononçant le H aspiré. Pourquoi ? Ça s'écrit de la même façon dans les deux cas. Voilà, c'est des mots qui commencent par un H. En toute logique, ça devrait se prononcer de la même façon. Qu'est-ce qui fait que dans un cas, on fait la liaison et pas dans l'autre ? Non, mais vous savez, voilà, le français, c'est une langue absolument illogique, qui n'a que des exceptions, qui ne répond à aucune méthode rationnelle d'analyse historique, et donc on ne peut pas expliquer. Voilà, il faut simplement apprendre la règle bêtement par cœur, c'est toujours comme ça qu'on a fait, et ça marche très bien, et pas besoin de poser de questions, surtout celles où j'ai pas la réponse. Bon alors, évidemment que l'on peut expliquer pourquoi dans certains cas on entend la liaison, et pourquoi dans d'autres cas, on ne l'entend pas. Est-ce que t'imagines que j'aurais fait une vidéo sur cette thématique? Sinon, linguistique de tes morts, le français qui fourche, c'est parti. Si vous me découvrez au lancement de cette chaîne, je vous invite d'ores et déjà à aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur le latin parlé et le gallo-roman, le passage d'un état de la langue à l'autre, ça pourra vous aider pour comprendre un peu mieux la thématique du jour. Alors il faut rappeler un peu d'où vient le français. Alors du latin parlé en extrême majorité, à peu près 90% pour schématiser, et ce latin parlé a subi beaucoup de changements vocaliques, notamment un que je n'ai pas mentionné dans la première capsule, qui est une désagrégation du H au début des mots. Ça veut dire qu'on ne les prononçait plus, ce qui donne par exemple le mot herba, qui veut dire l'herbe, que l'on prononçait herba, sans H. Ça s'écrivait comme ça. De la même manière que le verbe avoir, habere, en latin classique, se prononçait habere, voire même avere, dans certains cas, sans le H. De la même manière que honor, qui veut dire l'honneur, se prononçait honor, sans H. On pourrait citer hora, qui veut dire l'heure ou le moment, qui donne hora. Et au Moyen-Âge, ça va se retranscrire au niveau de la graphie. Parce qu'au Moyen-Âge, je vous rappelle qu'on n'a pas encore de système graphique et donc on écrit ce qu'on entend. Et puisqu'on n'entend plus les H à l'entame, on ne les écrit plus, puisqu'ils ne sont plus prononcés. C'est tout à fait logique. Et donc ça nous donne par exemple de nombreuses versions écrites dans tous les textes du Moyen-Âge, ça va du XIe siècle et de la chanson de Roland jusqu'à François Villon à peu près, donc on est sur une période de 4 à 5 siècles, voilà. Je suis très magnanime, je vais vous mettre tout de suite à l'écran des extraits de textes. Alors par exemple, vous avez la chanson de Roland, où vous pouvez voir l'honneur, qui est écrit sans H. Ah, je sais que ça pique les yeux, je sais, je m'excuse, voilà. Vous avez également sur l'herbe verte, l'éclair sans s'en affile. L'herbe sans H, ça brûle les yeux. Je sais que ça brûle les yeux, pareil, avec par exemple un extrait du roman de la Rose de Guillaume de Loris, XIIIe siècle, qui sont sectants comme hiver dur. Ça fait bizarre de voir hiver écrit comme ça. Et oui, parce que ça vient de hibernus et on ne prononçait déjà plus le H, donc on l'a pas non plus à cet état de la langue. On a également le petit extrait de Théséus de Cologne du XIVe siècle. S'il vous plaît, ouïr l'histoire pleinement. L'histoire. D'ailleurs que l'on prononçait l'histoire. Alors ça vous étonne peut-être, mais sachez qu'au moyen français, c'est là où l'on commence à ne plus prononcer les S impurs, les S qui se trouvent devant des consonnes. Et de nouveau, histoire sans H. Ah bah dis donc, une histoire sans H, on imagine bien que ça va décapiter beaucoup moins d'ennemis quand même, voilà. Et le grand testament de l'excellent François Villon, tenu vers lui m'humilier. Et là pareil, m'humilier, écrit sans H. Ça peut paraître très bizarre, je sais que ça peut tout à fait choquer les yeux. Voilà, vos petits yeux, vos petites mirettes sont un petit peu ébouriffées. Pourtant c'était tout à fait la norme. Alors il faut partir du principe que on est sur du 90-10 à peu près. Dans certains cas, on a tenté de faire revenir petit à petit une graphie plus fidèle à certains traits du latin classique, notamment Christine de Pisan, excellente femme écrivain de la fin du XIVe, du début du XVe siècle, va le faire avec certains termes. Mais il faut comprendre une chose, on n'a pas de tradition littéraire comme on l'a à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'en gros la langue c'est principalement un outil de communication orale qui n'a pas besoin d'être retranscrit de manière exacte à l'écrit. Donc on va essayer à l'écrit parfois de retranscrire les H, mais vu qu'à l'oral, ça fait très longtemps qu'on les prononce plus, on ne les prononce plus depuis le 2e siècle.
siècle, depuis le lourd Jules César. Hein, voilà, il faut savoir que ça, c'était complètement tombé déjà en désuétude, c'est-à-dire qu'à la chute de l'Empire romain, les haches avaient déjà cessé d'être, monsieur. On va avoir toute cette période, de la fin de l'Antiquité jusqu'au milieu du Moyen-Âge, où les termes qui avaient un H en latin classique n'en avaient plus, que ce soit en latin parlé ou en très ancien français. Ensuite, on va arriver à la Renaissance. Et alors là, on va avoir un petit regain d'orgueil, quoi, parce que dis donc, ils vont se dire, voilà, ils vont avoir un petit complexe d'infériorité, ils vont regarder les Italiens, et ils vont dire, ah non, mais regardez, l'italien, c'est quand même resté vachement plus proche du latin, et nous, voilà, on s'est fait germaniser la face pendant toute l'époque carolingienne, ce qui fait que voilà, ça nous a dénaturé un peu le vocabulaire, en plus, on a perdu nos H, donc ça, c'est pas normal, on va remettre nos H. Et là, on a eu un regain de latinisation vers la Renaissance, et effectivement, on a trouvé plus joli de relatiniser certains mots, parce qu'on trouvait que l'orthographe s'était trop éloigné. Et les H ont été rajoutés tranquillement, et je vais pouvoir par exemple vous l'illustrer avec un extrait de Pierre de Ronsard et un extrait de François Rabelais. Alors je vous mets évidemment pas les textes complets que vous pourrez trouver dans le premier commentaire de cette vidéo. Ah voilà, je pense à votre nourriture cérébrale, moi messieurs et mesdames, je suis inclusif. Hein. Entre mes bras corps n'arrive, celle qui tient ma plaie en sa verdure, et ma pensée en gelante tiédure. Sur le tapis de cette herbeuse rive, ne te moque pas de ma façon de prononcer. L'ancien français et le moyen français sont beaucoup plus accentués, je dirais, ont beaucoup plus de caractère à l'oral que le français actuel. C'est pour ça, voilà, que des fois, c'est un peu accentué. Et là, on voit herbeuse avec un H. Et on a déjà cette trace de vouloir revenir un peu à l'orthographe initiale du latin classique. Orthographe qui s'était perdue. On va regarder maintenant ce que nous écrit cet excellent François Rabelais, excellent anticlérical, donc quelqu'un que j'aime énormément, fatalement. Très illustre et très chevaleureux champion, ces gentilshommes et autres qui volontiers vous a donné sa toute gentillesse et honnêteté. Vous avez naguère vu, léu et su les grandes inestimables chroniques de l'énorme Jean Gargantua et y avez maintes fois passé votre temps avec les honorables dames et damoiselles. Ah bah là, c'est encore plus clair. Homme, qu'on prononce homme à cette époque, et non pas homme, c'est nasalisé. Honnêteté, l'honnêteté qui est déjà reconnaissable, mais on a rajouté un H, on ne l'avait pas dans la plupart des textes du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Et honorable, à qui également on a fait l'octroi d'une belle H à l'entame. Là, c'est quand même vachement intéressant. Pourquoi ? De quoi se rend-on compte ? On se rend compte qu'au final, l'orthographe a été un peu modifiée par les auteurs. Ça n'a pas passé par un décret un peu autoritaire, un petit peu arbitraire. Ça s'est fait par la volonté graphique de redonner une forme de latinité écrite au français. Mais la prononciation est restée. C'est-à-dire que vous avez toujours un peu les gens qui sont là. Oh, la langue française dépérit, la langue française périclite, c'est woke, c'est woke ! Bah non. Au contraire, on prononce littéralement comme au lourd Moyen-Âge, ou comme à l'élégante Renaissance, ou comme au très stylé baroque, monsieur. La prononciation n'a pas tant évolué que ça. L'orthographe, oui, mais certains traits de prononciation sont restés les mêmes. Et d'ailleurs, on pourrait un peu rigoler parce qu'on note que certains mots ont été relatinisés, mais d'autres sont complètement passés à la trappe. Le verbe avoir que tu emploies tous les jours, si on était rigoureux, si on voulait se fier à l'étymologie, on devrait l'écrire comme ça. Ah, c'est pas beau, hein. Tu trouves pas ça beau ? Pourtant, tu écris habitude avec un H. Imagine si t'écrivais habitude sans H. Ah bah ça serait pas joli. Bah oui, mais pourtant, avoir, habitude, habitation, en fait, c'est la même racine. Oui, tu savais pas ça non plus. Mais alors, vous allez me dire, ça nous explique pourquoi on fait la liaison dans ce cas-là avec des mots qui n'avaient pas de H auxquels on a rajouté le H à la Renaissance. Par contre, ça explique pas pourquoi dans certains cas, on fait quand même une coupure entre l'article et le mot. Par exemple, pourquoi on dit la honte, pourquoi on dit la haine, et pourquoi, par exemple, on va dire hacher. Parce qu'en fait, c'est pas des mots français, pas vraiment, pas tout à fait, pas exactement. Il faut savoir que le gros superstrat du français, c'est le francique. Francique qui va arriver en masse à l'époque mérovingienne, mais alors encore plus à l'époque carolingienne. Les mots franciques arrivent avec leur pleine orthographe, c'est-à-dire avec des mots avec un H aspiré pour balancer une grosse haleine dans la tronche des ennemis, et ça va rester dans l'orthographe et dans la prononciation. Ce qui fait que la plupart des mots qui, à l'heure actuelle, doivent avoir un H aspiré viennent soit du francique, soit effectivement d'autres mots, par exemple comme le néerlandais, l'anglais, un peu l'arabe effectivement pour certains, et d'autres langues extra-européennes qui eux ont des H
très prononcé, tout simplement. Pourquoi par exemple la honte s'écrit, on dit la honte ou on écrit la haine? Et bien parce qu'en fait ce sont des mots franciques à l'origine, qui ont été un peu latinisés au cours de leur usage, mais qui ont gardé ce H de prononciation, ce qui fait que l'on doit faire la séparation. Bon, il faut quand même dire, il y a quelques exceptions notables. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'y a que des exceptions en français. À quel moment on peut dégager une règle générale? Voilà, qui c'est qui avait raison? C'est moi. N'écoutez pas le baratin des linguistes qui essayent d'apporter de la raison et de la clarté dans tout ça. Ça ne sert à rien. La langue française est trop poétique, trop supérieure. Elle est éthérée, elle ne peut pas être expliquée rationnellement. Voilà. Oh, que si on peut les expliquer, les exceptions, elles sont parfaitement explicables rationnellement. Ne vous fiez pas au discours obscurantiste, voilà, que tiennent beaucoup de personnes qui en réalité ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Des exceptions, il y en a très peu en réalité. Par contre, c'est des mots qu'on utilise assez régulièrement. C'est quand même fâcheux. Par exemple, on a le mot haut, vous savez, le contraire de bas, quelque chose qui est haut, la hauteur. Et ben ça, par exemple, c'est un mélange entre altus, effectivement, qui est un mot latin qui veut dire haut, qui s'est un peu amalgamé avec les dialectes franciques. Et par exemple, vous connaissez des langues germaniques. Mais si, vous les connaissez. Mais si, enfin, il y en a une que vous avez appris à l'école dont on vous a bourré le mou dès votre 6e. L'anglais, monsieur. Le sabir outre-Atlantique. Et pour certains, l'allemand. L'élite, évidemment. Bon, bah, comment on dit haut en anglais et en allemand? Dans un cas, c'est high. En allemand, ça va être hoch, qui ont tous un H. Et on imagine qu'en français, c'était ho. Voilà, comme ça. H-O-H. Et ben, le H, il a été simplement transplanté du francique au latin. Et c'est pour ça que très vite, on a eu halt et non pas halt. Et c'est de halt qui est devenu haut et la hauteur, etc. Et on a d'autres mots, par exemple, les mots huître, huile, huit, qui ont eu un H rajouté à la Renaissance. Et vous n'êtes pas prêt pour l'explication. Ah non, je t'assure, tu n'es pas prêt. Voilà, tu n'es pas prêt. Pourquoi on a rajouté un H? Parce que les petits coquins d'auteurs de la Renaissance avaient cette fâcheuse tendance d'écrire le U et le V parfois de la même façon. Ah bah oui, regarde, là je te mets un extrait de texte, voilà, je te montre un extrait de texte de la fin du Moyen-Âge, et on va dire que voilà, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, c'est ce qu'on appelle l'époque du moyen français. Donc la langue de Christine de Pisan, de Pierre de Ronsard ou de François Villon est sensiblement la même, vous allez avoir des variantes dialectales et également quelques variables temporelles qui vont arriver, mais globalement c'est à peu près pareil. Et on voit que le U et le V, bah des fois c'est un petit peu la même chose, et effectivement le fait de rajouter un H, bah ça permettait de ne pas confondre huître avec vitre, huile avec ville et huit avec vite. C'est quand même un peu plus simple. Et on pourrait se dire, maintenant qu'on sait faire la différence entre le U et le V, est-ce que ne pourrait-on pas par hasard retirer le H, ce qui permettrait de rapprocher ces mots de leur lourde étymologie, du lourd latin parlé, du lourd Moyen-Âge, monsieur. Ah voilà, avec les grosses hallebardes, on écrirait huître comme ça, huile, et huit de cette façon-là. Ah bah oui, parce que tu regardes dans les autres langues romanes, il n'y a pas de H, par exemple en italien, il n'y a pas de H. Et là, il y en a, ils vont se dire, ah bah non, on peut pas. Et alors là, t'as le dilemme qui dit, ah ouais, mais quand même, ça rapproche de la lourde étymologie, donc, quand même, au final, j'aimerais bien, mais je sais pas, parce que finalement, le changement, ça me fait peur et tout. C'est ça, les vrais dilemmes. Mais ça serait un vrai sujet. Alors, c'est vrai que les gens sont tellement habitués à écrire huître, huile, huit avec un H que on peut se dire, voilà, ça sera un peu complexe quand même de leur dire, maintenant, les gars, vous allez arrêter vos conneries et vous allez écrire sans H. Ah voilà, les gens seraient pas d'accord. Oui, ça mettrait du temps à rentrer. Mais, en termes purement étymologiques, historiques et linguistiques, bah, ça ferait beaucoup plus sens. Parce que ça faisait sens à l'époque de mettre un H pour pas qu'on confonde avec d'autres mots, mais maintenant qu'on a une convention graphique beaucoup plus nette entre le U et le V, ça poserait pas plus de problèmes que ça. Ah, je sais que là, il y en a qui ont eu peur. Ah non, faut pas modifier. Mais si c'est pour la rapprocher de l'histoire, pourquoi pas? Ah voilà, c'est un vrai dilemme, ça, monsieur. C'est une vraie question. Réponds en commentaire. Je lis tes commentaires et j'y réponds. Et abonne-toi aussi. Et lâche un petit like. Ah voilà, un petit like pour aider la chaîne à monter. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben qu'en gros, les mots d'origine latine qui n'avaient plus le H prononcé à l'entame ont gardé leur prononciation originale, et c'est seulement après coup qu'on a rajouté le H par commodité graphique pour les rapprocher d'une latinité écrite, et qu'en gros, les mots qui ont un H aspiré, comme le mot hache, comme le mot haché, comme le mot honte, comme le mot haine, et ben eux sont d'origine non latine. Parfois européenne, parfois non, mais non latine. Pour faire très simple, le français, je le rappelle, c'est quasiment 90% d'origine latine. On a un superstrat francique, un peu de grec, un peu d'autres langues, etc. Mais globalement, on est à peu près sur ce pourcentage-là. Si tu as apprécié cette capsule,
lâche un commentaire, partage, mets un pouce et pense surtout à présenter ce genre de format aux gens. Voilà, des fois ça arrive en conversation, ben, quand même le français c'est pas une langue très logique, voilà, il y a plein d'exceptions. Tu leur montres la capsule de la linguistique de tes morts, ils vont comprendre. Allez, à la prochaine pour le prochain numéro.